Bienvenue dans cette édition spéciale du Culture Mag. Nous sommes sortis du studio, nous sommes à Jérusalem, nous sommes ici au musée d'Israël. C'est le musée emblématique d'Israël. À droite, vous avez la Knesset, c'est la loi. À gauche, vous avez l'université hébraïque de Jérusalem, c'est le savoir. Et ici, vous avez la culture. Le musée de Jérusalem a été créé par Teddy Kollek en 1965. C'est un campus gigantesque qui s'étend sur 80 000 mètres carrés. Il abrite quelques 500 000 objets. Il y en a encore plus dans les caves. Venez, on va vous faire visiter tout ça. Alors, s'il y a bien un endroit à visiter dans ce musée d'Israël, c'est bien sûr The Shrine of Book, le musée des rouleaux de la mer Morte. C'est un endroit très particulier ici parce qu'il y a derrière moi le musée qui abrite les rouleaux en forme de jarre. On entend l'eau qui est symbole de pureté et qui fait écho à un mur de basalte tout noir qui lui rappelle les forces du mal. Les rouleaux de la mer Morte, ça a donné lieu à des articles, à des livres, à des légendes aussi. Le rappel des faits avec David Gombin. 1947, nous sommes à Qumran, sur les hauteurs de la mer Morte. Un berger bédouin, Mohamed Eddib Hassan, a perdu l'une de ses bêtes. Il pénètre dans une grotte isolée où il trouve des grandes jarres. Il est loin de se douter qu'il est à l'origine de la plus grande découverte archéologique de son temps. Dans ces récipients enroulés dans du tissu, des parchemins en cuir, datant pour certains du IIIe siècle avant Jésus-Christ, ils sont extrêmement bien conservés. Notre sympathique berger va vendre ces 7 rouleaux à un antiquaire de Bethléem. C'est alors qu'un archéologue réputé, l'israélien Eleazar Souknik, qui saisit l'importance de ces parchemins, parvient à en racheter 3. Les 4 autres sont acquis par l'église orthodoxe syrienne et envoyés aux États-Unis. Ce n'est que 6 ans plus tard que le fils d'Eleazar Souknik, Igal Yadin, les retrouve et les renvoie à Jérusalem. Le fils accomplit la destinée de son père. C'est une histoire digne de la Bible. Et ce n'est qu'un début. Jusqu'en 1956, ce sont des dizaines de grottes qui sont mises à jour et dans 11 d'entre elles, des centaines de rouleaux. En 1947, lors de la première découverte, Qumran est en territoire transjordanien, la Jordanie d'aujourd'hui. Celle-ci n'a eu de cesse que de réclamer la trouvaille. En vain, Israël déclare que ces manuscrits font partie du patrimoine juif et en 1965, certains extraits sont exposés dans le flambant neuf sanctuaire du livre au musée d'Israël. Si en quelques années l'essentiel de ces parchemins sont décryptés, leur publication tarde. Heureusement, une collaboration entre Google et le musée a permis de scanner l'ensemble des manuscrits disponibles sur Internet. Alors, archéologues amateurs, à vos loupes. Il n'y a pas que les rouleaux de la mer Morte qui attirent des millions de visiteurs au musée d'Israël. Cette année, le public est invité à découvrir une prouesse technologique extraordinaire, la Nano-Bible, la Nano-Bible. 1 200 000 caractères gravés sur un grain de sucre. Ça fait la joie d'ailleurs du pape Benoît XVI. Lorsqu'il est venu en visite en Israël, il en a reçu une. La Nano-Bible, l'histoire est racontée par Daniel Campos avec Sandy Fortis. À première vue, on dirait un simple porte-bonheur décoratif. Et pourtant, ce minuscule objet a fait les unes des journaux du monde entier lorsqu'il a été offert par Shimon Peres, l'ancien président de l'État d'Israël, au pape Benoît XVI en visite en Israël en 2009. Ainsi fut créée Nano, la plus petite Bible au monde. Une prouesse technologique conçue et créée par le professeur Uri Sivan et le docteur Ohad Zohar de l'Institut de nanotechnologie Russell Berry du Technion, l'éminent institut de technologie d'Israël situé à Haïfa. La Nano-Bible, une petite lamelle carrée de 4,7 mm de côté, à peine la taille d'un grain de sucre. Dans chaque petite lamelle, en silicone, on trouve les 27 livres du Nouveau Testament. Les lettres mesurent 1/18 millionième de mètre de largeur et ne peuvent être lues qu'au microscope. À titre de comparaison, cela revient à réduire la taille de la planète Terre à celle d'une olive. Mais quel en est l'intérêt? Selon ses créateurs, une telle technologie est une révolution pour l'industrie de la joaillerie, mais ce concept ne serait-il pas trop commercial? Une telle technologie n'aurait-elle été créée que pour répondre aux désirs de personnes superstitieuses et ultra-religieuses? Manquerait-elle d'aura, d'envergure?
Outre les juifs et les chrétiens, les musulmans vont-ils eux aussi désirer posséder leur mini-Coran et les bouddhistes leur minuscule Bhagavad Gita? L'exposition « Ainsi fut créé Nano, la plus petite Bible au monde » s'achèvera le 31 décembre 2016. Vous avez encore tout le temps de la voir et surtout, pas besoin d'apporter votre propre loupe. S'il y a bien une personne qui peut se féliciter des 50 ans du musée d'Israël aujourd'hui, c'est bien James Snyder, le grand Manitou de ce musée, un personnage élégant, raffiné, très cultivé, qui présidait avant les destinées du MoMA. Et nous sommes très heureux que James Snyder, l'actuel directeur du musée d'Israël, nous accorde une petite interview. Bonjour James et merci beaucoup. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Thank you. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans ce musée? You know, I'm a modern art historian. Vous savez, je suis historien d'art moderne et avant de venir en Israël, j'ai effectué toute ma carrière au musée d'art moderne de New York et j'ai passé tout mon temps à me demander ce qui s'était passé en 1850 qui a déclenché l'art moderne. Je n'ai jamais vraiment pensé à ce qu'il pouvait y avoir avant cette date. En 1997, j'ai été invité à venir au musée d'Israël. À cette époque, je ne connaissais pas le musée. Je suis venu et la première chose qui m'a frappé, c'est que le musée se situe dans un lieu très puissant. Il se trouve en haut d'une colline, avec une vue sur le paysage à la fois ancien et moderne de Jérusalem. Une ville à 1000 lieues de toute autre chose, mais en plein centre de l'univers. James, en tant qu'Américain, est-ce que par moments vous êtes exalté ou épuisé par la tension de la région, la tension qu'il y a dans le pays et puis parfois dans la ville? Dans mon travail, dans ma carrière, j'ai eu le privilège d'avoir l'impression de venir d'une autre planète. Il ne s'agit pas de pression ou de la politique du moment, il s'agit plutôt de l'immense diversité de matériel culturel de l'humanité sur 1,5 million d'années. Donc en respectant ça, quand on vient ici à Jérusalem, en Israël, on dépasse ces événements temporaires et on se concentre sur la richesse et la profondeur de ce lieu. On ne peut pas quand même éviter le fait qu'on soit à Jérusalem. J'ai lu quelque part que vous aviez un programme éducatif en arabe et en hébreu de manière à pouvoir toucher tous les publics. Est-ce que l'aspect politique de la ville, est-ce que ça a une influence sur votre travail de directeur et de curateur? Vous savez, nous accueillons environ 1 million de visiteurs par an dans notre musée et ce sont des visiteurs qui viennent de toutes les communautés. Dans la communauté juive, ils viennent de milieux laïques comme de milieux religieux. Ils viennent aussi des communautés arabes, chrétiennes ou musulmanes. Et quand on se promène et qu'on voit cette mixité se déplacer dans les allées du musée, tous ces gens qui prennent conscience ensemble de la connexion de toutes ces choses dans l'espace et dans le temps, c'est un peu un contre-pied à ce qu'on peut lire sur ces communautés dans les médias, sur le plan politique. Alors, toujours sur ce sujet, j'ai deux petites questions. Je voudrais savoir d'abord si vous avez été victime de boycott. Est-ce que vous avez voulu faire venir des artistes qui ont dit « Ah non, nous, on ne vient pas en Israël ». Et ma deuxième question, peut-être je la poserai après, c'est pendant la guerre, par exemple, qu'est-ce que deviennent les objets quand il y a des alertes? Il y a 500 000 objets dans le musée. Je sais qu'il y a des caves très importantes, mais qu'est-ce que vous faites des objets quand il y a des alertes? Tout d'abord, nous sommes très chanceux parce que le mantra de notre musée est fondé sur la transversalité des œuvres dans le temps et l'espace. Et grâce à la richesse de nos collections, nous travaillons avec des musées et des artistes venant du monde entier. Vous avez eu tous les gens que vous vouliez et pendant les alertes, quand il y a une guerre, comme il y a eu l'année dernière, on était à Gaza. Les musées sont des lieux très sécurisés. Quand ils sont montés, tout est mis en place pour protéger les collections. Pour tout vous dire, le musée est resté ouvert malgré toutes sortes de situations délicates, et ce, à de nombreuses reprises. Parfait. On vous souhaite bon anniversaire. Thank you. Thank you, James. Thank you.
La deuxième exposition importante qui célèbre les 50 ans du musée d'Israël, c'est celle-ci, c'est 1965. À l'époque, Israël était socialiste. Jérusalem était divisée. Dans cette exposition, il y a plusieurs choses. Il y a des actualités, il y a des œuvres d'art, il y a surtout des objets de l'époque, des objets prêtés par des collectionneurs. Et justement, Sandy Fortis est allé visiter l'un d'entre eux. On regarde ça tout de suite. Des milliers de bouteilles miniatures, de figurines, de poupées, d'affiches ou de verres de bière. Bienvenue chez Adi Or, l'un des plus grands collectionneurs d'Israël. Dans cette maison se cachent de nombreux trésors, des objets qui viennent de partout, mais surtout d'Israël, parce qu'Adi Or est ce qu'on appelle un Israeliana, un collectionneur spécialisé dans les objets israéliens. C'est mon histoire. Je suis né en Israël, mon père est né en Israël, nous sommes israéliens. Et c'est intéressant d'avoir des choses qui ont été faites ici dans les années 20, 30, 40, etc. C'est une part de nous. Une part de lui qui se retrouve dans chaque recoin de sa maison. Chaque pièce est agrémentée d'immenses vitrines remplies d'objets de collection. Des objets qu'il prête parfois à de grands musées, comme au musée d'Israël pour l'exposition 1965. Mais comment devient-on collectionneur? Est-ce une passion d'enfance, un amour partagé avec un parent ou un gros penchant pour l'histoire? Parfois, ça ne tient qu'à un vol Tel Aviv-Miami. Lors de mon premier vol vers les États-Unis, le steward m'a proposé une bouteille d'alcool miniature. Je ne suis pas un buveur, mais puisqu'on me proposait quelque chose de gratuit, pourquoi refuser? Donc j'ai demandé « Qu'est-ce que vous avez ?» et il m'a demandé ce que je voulais. J'ai répondu « Montrez-moi ce que vous avez » et évidemment j'ai choisi la plus belle bouteille, c'était du cognac. Et là, tout a commencé. Adi Or est passionné par tout ce qui concerne son pays. Dans ce meuble, ces statuettes sont typiques de l'Israël des années 50 et 60. Faites en plâtre pour être dans les moyens des nouveaux immigrants de l'époque, on les appelait les porcelaines des pauvres. On en trouvait dans tous les foyers israéliens. Tous ceux qui habitaient en Israël dans les années 50 et 60 avaient chez eux ou chez leurs amis ce genre de figurines dans leur cuisine. Collectionneur, une passion à temps plein. Être collectionneur demande du temps. Être un bon collectionneur ou un gros collectionneur demande aussi beaucoup d'argent. Ce sont les recherches qui prennent le plus de temps, mais c'est aussi la partie la plus amusante. Des recherches qui permettent aux objets de prendre vie, et c'est aussi ça qu'aime Adi Or. Bonjour, merci beaucoup de nous accorder un peu de votre temps, Mira. En 65, Israël était socialiste, Jérusalem était partagée. Est-ce que ça a une incidence sur le travail de ces artistes? C'est une question très intéressante, parce que 1965 n'est pas une année importante. Elle se situe peu avant 1967, qui est, elle, une année primordiale dans l'histoire d'Israël, et qui a d'ailleurs eu une grande influence sur l'art qui a pu être créé les années suivantes. Et à cette époque, l'art israélien était encore sous une forte influence française. Mira, donc je disais que l'exposition est divisée en 3 parties. On a vu la première, la deuxième, vous nous l'expliquez. Il y a une troisième partie que je trouve très touchante, qui est de l'autre côté, où l'on voit en miroir, d'une certaine façon, des films de famille et des films d'actualité. Expliquez-nous ça. Eh bien, tout d'abord, nombreux de nos visiteurs sont des personnes qui étaient là en 1965. Ils ont vécu cette année en tant qu'enfants ou en tant qu'adultes. Mais de nombreux autres visiteurs, eux, n'étaient pas encore nés. Et au lieu de faire une immense frise temporelle, on s'est demandé comment insérer l'histoire dans notre exposition sans que ça prenne trop de place et surtout en apportant une valeur ajoutée. C'est là que l'idée de mettre des films a été suggérée. Donc vous avez demandé aux gens, vous avez fait un appel au public, aux Israéliens, d'envoyer leurs images? Tout à fait. L'idée était de mettre en face à face, d'un côté les newsreels, ces sujets d'information, on les reconnaît bien avec cette voix grave. News voice. Oui, la voix news. Vous savez, la télévision israélienne n'a été diffusée qu'à partir de 1968. Donc les gens à l'époque découvraient l'actualité, soit en lisant les journaux, soit quand ils allaient au cinéma, il y avait avant le film 10 minutes d'actu. Comme en France, pareil. Oui, exactement. Donc c'est ce qu'on voit ici. Et en même temps, en 1965, les familles israéliennes avaient déjà des caméras 8 mm et ils filmaient certains moments de leur vie privée. Nous avons pensé que ce serait très intéressant d'avoir ces deux points de vue filmés côte à côte. C'est très réussi. Vraiment, cette mise en scène comme ça des deux films, c'est très réussi. Le côté plus sérieux, avec la voix ferme, et cette image plus personnelle de ces familles, la façon dont ils vivaient, comment ils s'habillaient.
Merci beaucoup Mira. Merci, bravo, c'est très réussi. Vive 1965. Merci. Voilà, c'est entre Anish Kapoor et Henry Moore dans le jardin Billy Rose qu'on va terminer ce spécial Culture Mag dans le musée de Jérusalem. On espère vraiment que ça vous a donné envie de le visiter parce que c'est un endroit extraordinaire. Merci à toute l'équipe du musée qui nous a aidés à préparer cette émission. Merci à toute l'équipe du Culture Mag qui nous a aidés à préparer cette émission. À demain, même heure, dans le studio cette fois, juste après. C'est l'info qui continue sur i24 News. Merci.